ce temps pour ce webinaire. Ce séminaire s'inscrit. S'il vous plaît, vous gardez vos micros fermés si vous ne demandez pas la parole. Si vous n'avez pas la parole, vous gardez vos micros fermés, s'il vous plaît. Et cette présentation aujourd'hui s'inscrit. Je pense qu'il y a encore des micros ouverts. Hein? Le mien est ouvert, enfin, je ne sais pas si... Non, bien sûr, bien sûr. Ouais. OK. Donc, je pense que cette présentation aujourd'hui s'inscrit au programme de renforcement des capacités pour des évaluateurs émergents. Ce programme a été lancé au mois de mai. Ça va durer 6 mois. Il y a 20 jeunes et pas si jeunes évaluateurs émergents qui sont inscrits, chacun avec un mentor, et nous organisons périodiquement des activités de formation, des séminaires d'échange pour permettre à ce groupe d'acquérir des compétences et des capacités pour évoluer dans le domaine de l'évaluation ou dans les domaines connexes de planification et de suivi, n'est-ce pas? Et dans le cadre de la planification de nos activités, nous avons invité Lisa Slivan-Baquet, qui est une grande amie de Sénéval, ancienne chef de parti, chef de projet de MEP en appui à l'USAID pour renforcement des capacités en évaluation. Et maintenant, elle est basée aux États-Unis, elle est mentor, elle a déjà une mentee et elle a donné son temps aujourd'hui pour nous partager son expérience sur cette question assez épineuse de la préparation des appels, des propositions techniques et financières pour avoir des contrats d'évaluation ou des contrats de consultation tout court, n'est-ce pas? C'est une dimension de la vie professionnelle qui est importante et souvent débattue parce que en ce moment, les structures coopération comme l'USAID cherchent à utiliser et à travailler davantage avec des acteurs locaux, avec des cabinets, avec des consultants indépendants dans les pays de coopération, les pays de partenariat. Mais il y a parfois des difficultés pour décrocher des contrats. Donc, je pense qu'à ce stade, cette présentation vient au bon moment, au moment opportun. Et en remerciant Lisa pour sa disponibilité, pour son temps, on va lui passer la parole pour dérouler sa présentation. Et suite à la présentation, il y aura un échange, un débat. Donc, je vous demande de préparer vos questions concises. Et aussi, vous pouvez utiliser le chat aussi pour apporter un certain nombre de commentaires ou des questions. Nous allons essayer de regarder le chat et vous allez avoir l'occasion aussi de prendre la parole plus tard. Je rappelle à tout le monde, si vous êtes connecté, s'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole, vous fermez vos micros, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un certain bruit de fond que j'entends et ça veut dire qu'il y a un micro ouvert quelque part. OK, merci. Donc, la parole est à Mme Lisa Slivan-Baquet, experte internationale en évaluation et grande amie de Sénégal. Lisa, tu as la parole. OK, merci. Merci, Ian. Abdulaziz, je suis vraiment content que vous soyez là aussi. Voilà, je voulais prendre l'heure qu'on a ensemble pour avoir... Bon, j'ai fait une présentation, mais je préfère que ça soit plutôt un dialogue parce que, en fait, bien sûr, j'ai beaucoup d'expérience dans cette sujet de développement des propositions techniques que je suis vraiment content de partager avec vous tous. Alors, on va juste, en fait, et en plus, le proposition de présentation, c'est en anglais. Alors, je suis désolée que je n'ai pas eu le temps de traduire ça en français, mais je vais présenter en français et espérons que ça va aller. Alors, pour la présentation, je vais toucher sur plusieurs sujets sur le développement des propositions. D'abord, on va faire des introductions parce que, enfin, moi, je suis mentor dans ce programme. J'aimerais bien vous rencontrer et voir un peu vos expériences. Si vous avez jamais eu l'expérience dans le développement des propositions techniques, il n'y a pas de problème. Enfin, ben, c'est juste pour savoir et aussi si vous avez... Moi, j'aimerais bien savoir aussi les questions brûlantes que vous avez sur ce sujet.
Et puis, nous allons voir comment d'abord, quand vous voyez une sollicitation ou un appel d'offres, comment est-ce que tu fais la première revue de cet appel d'offres. Et puis, troisièmement, c'est la planification et l'écriture de votre proposition. Et puis, après ça, je vais discuter juste sur quelques petits outils que j'avais trouvés qui sont utiles dans le développement des propositions. Et puis, je discute un peu sur les meilleures pratiques de développement des propositions. Et puis, bien sûr, des choses à éviter dans le développement des propositions techniques. Alors, pour l'introduction, j'aimerais bien, si je connais déjà Abdulaziz, Abdulaziz, je vais travailler avec vous quand vous voulez sur les propositions. Je suis là pour soutien, il n'y a pas de problème. Je connais Abdulaziz, je connais Ian. J'aimerais bien rencontrer des mentis et les gens de Sénégal qui sont là sur la ligne. Si vous pouvez juste vous présenter avec votre nom, et puis de mentionner si vous avez jamais eu l'expérience avec le développement des propositions techniques. Si vous avez aucune expérience, il n'y a pas de problème, c'est ça que j'assume. Et puis, quel genre de questions? Est-ce que tu as une question brûlante sur ce processus de développement des propositions techniques, juste pour que je puisse savoir pendant que je discute et je présente pour inclure ça dans mon discours. Alors, je tourne les paroles plutôt vers les mentis. Je sais qu'il y a Awa qui est là. Awa, Nadou, Abdou et les autres. Qui veut commencer? OK, on va passer la parole aux participants. Je ne sais pas comment faire ça avec le partage d'écran. Peut-être je vais appeler selon le participant. Il y a Sukena Wedrago. Sukena? Oui, bonjour Sukena? et merci aux organisateurs de ce webinaire et bonjour Lisa et enchantée. Moi, je suis évaluatrice émergente donc, et également mentee du programme PNC. Et pour répondre à votre question, j'ai commencé à répondre à des offres techniques en tout début d'année 2023, donc il y a à peu près 6 mois. Je me suis lancée en tant que consultante. Merci, Sukena. Prochaine, Malakina. Malakina Pitasama. Sukena, est-ce que tu as des questions brûlantes sur ce processus de préparation? Juste avoir un aperçu global, prendre du recul par rapport à tout ça et avoir un aperçu global de comment ça se passe et surtout avoir un retour d'expérience en termes de pouvoir et de négociation. OK, merci. Merci. On prend sur la prochaine, Malakina. Si vous avez une question brûlante qui est déjà soulevée par d'autres, vous n'avez pas besoin de répéter. Hein? OK, Malakina, vous présentez une question brûlante. Malakina Pitasama. OK, on va retourner. Allô? Vous avez la parole? Bon, on peut passer à quelqu'un d'autre. OK, Abdul-Majid Diallo. Abdul-Majid Diallo. Bonsoir. Donc, moi, c'est Abdul-Majid Diallo, je suis consultant. Actuellement, je travaille dans un programme pour le ministère de l'économie sur les chaînes de valeur. Et en même temps, je suis en master sur l'évaluation d'impact au CESAC avec le CLIE. Donc, j'ai une petite expérience sur la formulation des offres techniques, mais pas dans le domaine de l'évaluation d'impact, mais surtout dans le domaine de la politique commerciale avec des cabinets de l'Union européenne. Mais je n'ai pas une grande expérience au niveau de, surtout de l'offre financière. L'offre financière, quand même, là, je n'ai aucune expérience là-dessus. Bon, j'ai également, avec un ami, on a tenté vraiment cette année on a tenté de répondre à une offre là, mais malheureusement, on a été rejeté. Certainement que l'offre technique et financière n'était pas tellement solide. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vais suivre ce cours-là.
OK. Merci. Donc, en tout cas, Amad- tout est intéressant. Tout sera intéressant. Ouais, Merci. merci. OK, c'est bien. Merci, Abdul. Amadou Fall? Amadou Fall, introduction, question brûlante. Bonjour Yann, bonjour Président Khan. Moi, je suis un ancien, hein, je suis un ancien du ministère des Finances, voilà, à la retraite consultant, mais j'aime suivre ce qui se passe autour de Sénégal, donc j'ai saisi l'occasion pour assister, OK. écouter les échanges et puis voilà, en tirer, parce que je suis un ancien, et certaines voilà. Alors, Donc, j'assume que vous avez beaucoup d'expérience à partager aussi sur les questions. euh, bon, disons, j'ai été dans l'administration, donc dans la consultance, ce que je fais, c'est de travailler avec des cabinets, quoi. Donc, oui, D'accord. c'est plutôt travailler pour les cabinets et c'est eux qui s'occupent de toute la quincaillerie qui est derrière, quoi. Donc, Mhm. j'ai pas de souci particulier, mais je vais être là D'accord. et échanger, si nécessaire, mon D'accord. expérience. Merci. OK. Awadia? Oui, Awadia? alors, merci. Alors, bonjour. Awadia, vous avez la parole. Donc, moi, je suis Awadia et je suis responsable sur l'évaluation à IPA. Donc, je suis toute nouvelle à Sénégal. Je viens juste de rejoindre cette expérience en exploration donc, technique et financière. Alors, j'ai une petite expérience, mais plutôt en cabinet stratégie pays, stratégie entreprise. Et je suis là vraiment pour apprendre comment élaborer des plans techniques et classiques dans tout ce qui est évaluation d'impact ou projet de développement. Mhm. Mhm. D'accord. OK. D'accord. Merci, Awa. Sheriff Dia Diallo, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à toute la France. Bonjour. Bonjour Lisa. Moi, je suis Chérif Diallo, je suis assistant de recherche et je suis évaluateur en argent également. Donc, en termes d'expérience, je peux dire que j'ai eu à participer à un certain nombre d'appels à candidature. Et dernièrement, c'était sur un projet de santé sur le trafic sexuel au niveau de la zone Télévis, donc dans les nuits. Donc, voilà, c'était avec l'Université de Géorgie. C'était vraiment un projet vraiment intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu gagner. Donc, le défi, je peux dire que c'était par rapport à déjà le timing qu'on nous avait donné. C'était un peu serré. Donc, beaucoup de choses à extraire parce qu'il y avait trois composantes. L'un des défis, je peux dire que déjà, c'est l'anglais. L'anglais, c'est un défi pour peut-être beaucoup de personnes qui sont plus ou moins francophones dans ce pays. L'autre défi également, c'est comme l'a dit un prédécesseur, c'est par rapport à la partie budgétaire, la partie financière. Donc, le système américain est un peu différent du système sénégalais. Donc, il y avait beaucoup de choses auxquelles nous n'étions pas trop habitués pour faire ça. Donc, ça, c'est des défis auxquels il y a les appels à proposition parfois c'est trop compliqué, surtout quand ça vient d'un monde plutôt anglophone. Donc, entre autres défis, peut-être la discussion avec les autres. Merci encore. D'accord. OK. Merci, chérie. Lisa, nous avons un bruit de fond, et je ne sais pas d'où ça vient. Et Sheriff était difficile de suivre, en tout cas à mon niveau. Donc, je répète encore, si quelqu'un a le micro ouvert, on ferme. Ah, maintenant, c'est disparu, le bruit de fond. It's my microphone, Ian. It's my microphone. OK. Nous sommes déjà à 11h20. Il y a encore peut-être une quinzaine de participants. On peut continuer, mais j'ai un peu peur qu'on va... D'accord. OK, c'est bien, Ian. Oui, je vois exactement ce que tu dis. D'accord. Ben, merci pour les introductions pour quelques personnes et puis pour voir que vraiment, pour nous aujourd'hui, ce que je présente, c'est juste un tout au début de ce processus de comment développer des propositions techniques. Je peux revenir au Sénégal pour faire plus de discussions si les gens ont envie. Surtout, je ne vais pas trop toucher sur la question de propositions financières.
Et je vois que ça, c'est un besoin. Voilà, alors on peut discuter sur ça plus tard. Mais d'abord, je veux qu'on discute sur la première topic, la revue d'une sollicitation. Alors, tu vois un appel d'offres, quelqu'un te dit, voilà, il y a un appel d'offres qui est sorti, voilà, qu'est-ce que tu fais avec cela? Mon approche de cette présentation, c'est de suivre les mots de cet homme fameux aux États-Unis, Mr. Walt Disney, qui a créé Mickey Mouse. Qui a dit que vraiment la manière de commencer et de arrêter de discuter sur le sujet et commencer à faire ce que tu dois faire. So, I want us aujourd'hui de vraiment travailler sur une manière super pratique où on va directement sur la question de appel d'offres, qu'est-ce qu'on fait la prochaine. Alors, ça serait des étapes assez pratiques à ce que tu dois faire. Alors, quelles sont les parties critiques sur une sollicitation ou un appel d'offres? Ça, c'est une question que je voulais demander aux personnes parce que je trouve que les sollicitations, souvent, quand ils sortent, ils sont des documents de plus que 100 pages. Ils sont super compliqués. Ils sont un peu comme une casse-tête, comme tu vois. Alors, je voulais juste faire une petite discussion sur les choses qui sont la plus importantes quand tu regardes un appel d'offres. Alors, les sections critiques sur un appel d'offres, c'est d'abord le scope of work, le program description, comment ça s'est dit, Ian, en français ou Abdulaziz, mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'appel d'offres, c'est pour faire quoi exactement? Alors, les termes de besoin de cette bailleur et ce qu'ils veulent faire avec cet appel d'offres. Il faut que vraiment vous lisiez bien le program description, que vous compreniez bien exactement ce qu'ils demandent et que tu connaisses très, très bien exactement ce qu'ils veulent. Alors, la deuxième chose qui est super importante, il y a toujours une section dans l'appel d'offres qui explique la critère d'évaluation. Alors, ça veut dire qu'après que tu soumis votre proposition, il y aura normalement une comité technique, peut-être c'est juste 2 personnes, 3 personnes, mais normalement, les institutions mettent une comité des personnes qui vont faire la revue de ces propositions. Alors, ils reçoivent une dizaine, douzaine de propositions. Ils vont lire toutes les propositions et ils vont mesurer et juger ces propositions parmi un critère qui doit être bien défini dans l'appel d'offres. Et souvent, vous allez voir même dans l'appel d'offres un certain montant de points pour chaque critère dans un appel d'offres. Alors, ça, c'est super important de savoir exactement comment vos propositions vont être jugées parmi les autres propositions et quels sont les critères qui sont la plus importantes. Souvent, les critères incluent des choses comme l'approche technique, la capacité de l'institution ou de l'individu qui soumet la proposition, et puis les qualifications de personnel que vous proposez dans la proposition. Et des fois, s'ils mettent des points, ils peuvent décider de faire plus de points sur les personnels ou bien plus de points sur l'approche technique ou bien plus de points sur la capacité des institutions. Et c'est super important que vous faites attention à ce critère et la manière de score, comment ils vont faire un score sur les propositions. Alors, la troisième section qui est super importante, c'est la section sur les personnels. Normalement, dans une sollicitation, ils ont une section sur les personnels pour faire le travail et les qualifications très spécifiques de ces personnels. Alors, ça veut dire qu'il faut que vous faites attention à ça
pour vérifier que si vous allez présenter dans la proposition des personnels clés ou bien les dirigeants d'équipe pour une évaluation, par exemple, que leur CV correspond exactement à ce que la sollicitation dit qu'ils ont besoin pour les personnels clés. Alors, ça, c'est la troisième section qui est super importante. Et puis, quatrième section, c'est la section qui parle de format de proposition et la soumission, le processus de soumission de cette proposition. Alors, vous allez voir ici, j'ai mis que le formatting, c'est clé. Alors, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup d'expérience avec des appels d'offres, mais souvent, vous allez voir dans des appels d'offres que les gens dictaient le logiciel que vous devez utiliser. Normalement, c'est Word. Vous ne pouvez pas envoyer si c'est en Google, vous ne pouvez pas envoyer si en Excel, si c'est quelque chose d'autre, vous allez être automatiquement rejeté. Alors, le format, normalement, c'est Word. Ils vont même dicter je pense que ça s'appelle le police de caractère et la taille de police de caractère. Alors, si vous envoyez une proposition qui est en Word et l'appel d'offres dicté spécifiquement que ça doit être en calibri, la proposition sera automatiquement rejetée. Alors, il faut vraiment faire attention au format. Et puis, le processus de soumission. Il y avait une période, moi je suis assez âgée à dire, Abdulaziz peut-être aussi vous, je sais que Ian vous aussi, où il fallait soumettre les propositions en personne, à main, en papier. Maintenant, on a changé, tout est numérique, vous pouvez soumettre électroniquement sur l'Internet, mais il y a toujours les conditions de soumission. Il y a certaines formes qui doivent être soumises avec la proposition technique et un processus de soumettre surtout le titre de email, qu'est-ce que ça doit dire. Voilà, il y a tout qui est très spécifique sur la soumission de cette proposition. Et ces choses sont super importantes parce que si vous ne suivez pas ces protocoles, votre proposition peut être rejetée tout au début du processus. Alors, ça veut dire que personne ne va le lire dans la comité technique. Alors, l'autre chose qui est super importante, bien sûr, qui sont évidents, mais des fois, des gens sont tellement obsédés avec l'approche technique qu'ils cherchent que vous oubliez complètement les dates. Alors, ça veut dire les dates de soumission, aussi les dates de livraison des livrables pour cet appel d'offres et le genre de livrable que le bailleur cherche. Il y avait un moment quand les bailleurs normalement cherchaient, bien sûr, comme livrable, un rapport d'évaluation. Pouf, ça c'est facile, c'est simple, c'est normal. Mais maintenant, je trouve que les bailleurs, de plus en plus, ils cherchent un rapport d'inception, un plan de travail, ils demandent un livrable d'une présentation très détaillée sur les constatations de cette évaluation, peut-être un atelier de recommandations pour travailler avec l'institution sur les recommandations. Enfin, et puis, souvent, il y a des infographiques qui cherchent un infographique pour diffuser les résultats de cette évaluation. Alors, il faut bien regarder les livrables qui sont acquis dans l'appel d'offres aussi. Alors, je voulais juste passer à je ne sais pas, est-ce que vous voyez le slide sur mon Psychologie 101? Oui, on voit. Oui, d'accord. OK. Alors, moi, je dis, avant de commencer tout, il faut toujours avoir la psychologie quand vous êtes en train de faire une proposition, de garder en tête que c'est pas la chose la plus importante, c'est que it's not about you anymore. C'est vraiment, il faut que vous se mettez dans la tête de buyer. Alors, qu'est-ce que le buyer veut exactement? C'est ça qui est essentiel dans tout ce processus, que c'est pas sur la question de vous
individuellement ou votre institution, mais vraiment, il faut que vous se mettiez dans la tête des bailleurs et ceux qui cherchent exactement. Alors, le deuxième sujet, l'écriture d'une proposition. Alors, après que vous avez fait vous avez lu l'appel d'offres et vous avez fait vraiment attention à tous ces critères et ces sections, le processus d'écrire une proposition, d'abord, je dis toujours customize, customize, customize. Ça veut dire ajuster, 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 ajuster au bailleur. Alors, chaque bailleur a leur propre intérêt dans les évaluations, les raisons pourquoi ils veulent faire une évaluation. Il faut bien comprendre exactement les besoins et les intérêts de cet bailleur. Parce que les bailleurs, les USAID, les Unions européens, les banques mondiales, ils ont des intérêts complètement différents dans les évaluations. Et il faut comprendre vraiment ce qu'ils cherchent pour cet appel d'offres. Et il faut que vous ajustez, vraiment que vous adaptez, que ça soit, la proposition soit bien adaptée aux besoins de cet bailleur spécifiquement. Alors, d'abord, avant de commencer d'écrire, il faut d'abord identifier ce qu'on appelle les win themes. Alors, parmi cette sollicitation, comment est-ce que vous êtes unique à répondre à cette sollicitation? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le message que vous voulez donner dans la proposition sur pourquoi ce bailleur doit vous choisir au lieu des autres? Et quels sont les avantages très spécifiques à vous ou à votre organisation? Et vous allez utiliser ces thèmes de gagnants partout dans l'écriture de proposition. Alors, la deuxième chose, c'est que moi, j'aime bien toujours faire un outline sur la proposition. Le outline, c'est le format de proposition. Alors, je voulais juste poser une question aux gens. Comment est-ce que vous allez sélectionner les sections de proposition avant de commencer à écrire? Comment est-ce que vous allez savoir quelle section vous devez avoir dans la outline? Est-ce que quelqu'un sait ou a une idée? Alors, avant d'écrire, il faut avoir un outline, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on peut savoir quelle section on doit avoir pour la proposition technique? Lisa, quand vous dites section, c'est Ça veut quelles dire sont les qu'est-ce qu'il y a différentes parties? qu'est-ce que je dois mettre dans cette proposition? Très bien. Il y a un micro ouvert, s'il vous plaît. Le micro ouvert, si vous voulez bien le fermer. Bon, je pense que c'est le mien, Abdulaziz. Mon micro, ça fait beaucoup de bruit normalement. Voilà, c'était juste une question simple sur, voilà, Abdulaziz, sur qu'est-ce que je dois écrire dans cette proposition. Normalement, avant de commencer à écrire, je fais un outline sur la proposition. Alors, quel genre de choses doit être dans le outline? C'est ça mon question. Je peux? Vas-y, oui. Oui, bonjour. Donc, la première idée qui me vient, c'est d'abord démontrer qu'on a bien compris le problème, ce qui est attendu de nous. Ça, je pense, c'est une première chose. Réexprimer en tout cas la demande de ceux qui ont formulé l'appel. S'assurer qu'on a bien compris le problème. C'est quoi exactement? Autre point, c'est donc donner notre compréhension du problème, comment on va l'aborder, l'approche qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on compte faire, justement, quelle démarche, les différents, qu'est-ce qu'on compte faire. Bon, voilà un peu, hein, comme mieux pour ne pas trop
retenir la parole. Merci. Oui, merci. Ça, c'est des très bonnes réponses qui sont super intelligentes, super logiques, mais ce n'est pas la réponse que je cherchais. La réponse, c'est super simple. Ce que tu dois écrire, c'est dicté dans l'appel d'offres. C'est dicté spécifiquement dans l'appel d'offres. Et si ce n'est pas dicté directement sur le format que vous devez utiliser, vous allez suivre les critères d'évaluation pour vos sections de proposition. Vous voyez? Si la critère d'évaluation est votre approche technique, nous allons donner tel genre de score. Vos personnels clés, nous allons donner tel genre de score. Vos capacités institutionnelles ou individuelles, on donne tel genre de score. Si c'est les trois sections d'évaluation, vous allez faire ces sections dans votre proposition. C'est simple. Alors, vous avez une section sur l'approche technique, vous avez une section sur les personnels clés, vous avez une section sur la capacité de l'institution ou de vous comme individu. C'est clair? Oui, on a perdu le partage d'écran, Lisa. On a perdu le partage d'écran. Ah, merci. C'est bon, il faut avancer, le dia. Votre micro est coupé, Lisa. Votre micro est coupé. Voilà. Je suis désolée, mais mon micro, ça fait beaucoup de bruit. Je ne voulais pas gêner des gens. Non, non. Alors, mais vraiment, ça, c'était une réponse super logique, super intelligente. Et c'est vrai qu'il faut que la proposition montre qu'on comprend le problème et les choses que le bailleur demande et veut dans cet appel d'offres. Ça, c'est certain. Mais quand je parle de vraiment le format de proposition, vous allez directement dans l'appel d'offres pour chercher le format. Normalement, c'est bien déclaré dans l'appel d'offres. Si ce n'est pas déclaré dans l'appel d'offres, vous allez suivre le critère évaluation pour les sections de format. C'est clair? Alors, toujours sur ce thème. C'est vraiment pas autour de vous et ce que vous pensez. C'est vraiment sur le bailleur. Qu'est-ce qu'il cherche, ce bailleur? Je veux être dans la tête de bailleur et qu'est-ce qu'il cherche? Et qu'est-ce qu'ils ont demandé dans cet appel d'offres? Alors, toutes les questions que vous avez, il faut toujours retourner vers l'appel d'offres et lire l'appel d'offres. Et vous allez vraiment ajuster, adapter votre appel d'offres pour que ça soit la bonne taille pour ce bailleur du fonds. Vous voulez que vraiment la proposition que vous allez créer, c'est ajusté exactement au bailleur, c'est adapté exactement aux tailles de bailleur. C'est pour ça que j'ai montré une photo ici de quelqu'un qui est un tailleur en train de mesurer exactement comment ils doivent fabriquer leurs produits pour que ça va très bien pour la taille de bailleur. Alors, à la fin de journée, pour la proposition, vous voulez que vous allez présenter une proposition comme cela. Nickel, n'est-ce pas? Et ça sert bien au cœur de bailleur et que le bailleur voit ça, ils disent, voilà, ça c'est exactement ce que je cherchais, ça me va super bien. Et vous voulez éviter complètement que vous envoyez une proposition comme cela. Attends, ça ne passe pas. Voilà, comme cela. N'est-ce pas? Alors, on ne veut pas envoyer une proposition comme ça. On veut vraiment que le bailleur voit ça et dise, voilà, c'est ça que je veux acheter. Alors, retournons sur la question de écriture. Vous avez déjà votre format de proposition avec les sections que vous allez écrire. Et vous avez suivi exactement le format qu'ils ont demandé dans l'appel d'offres. Quand vous écrivez chaque section, il faut que vous écrivez. Normalement, ce que je fais, c'est que je coupe le critère évaluation sur l'approche technique. Je coupe ça de sollicitation et je mets ça en haut de mon section
approche technique. Et je commence à écrire mon approche technique parmi exactement ce qu'ils cherchent et aussi parmi comment ils vont évaluer cette proposition. Quand j'arrive aux sections sur les personnels clés, je coupe, coller le critère évaluation sur les personnels clés de sollicitation. Je mets ça directement dans mon document en haut et j'écris, je commence à expliquer, voilà cette personne qui va être le dirigeant de cette équipe. Ils ont tel requis, enfin, et je vais aussi dans la section de l'appel d'offres sur les personnels clés, le bailleur, parmi le bailleur, dans la section sur les personnels clés, je mets ça directement dans mon proposition et j'écris comment cette personne a exactement ce qu'il cherche. Alors, s'ils ont besoin de plus que 10 ans comme dirigeant d'une équipe d'évaluation, j'écris, voilà, Abdulaziz, il a plus que vingtaine d'expérience depuis telle évaluation qu'il a commencé à être un dirigeant d'une équipe d'évaluation. Alors, vous écrivez exactement parmi les requirements dans l'appel d'offres. OK? Alors, il faut que chaque section aussi soit super claire et logique et que chaque section doit être vraiment liée, bien liée. Alors, vous allez écrire sur le personnel que vous proposez et dans l'approche technique, vous allez mentionner ces personnels clés qui vont faire cette approche méthodologique que vous êtes en train de proposer. Et puis, quand vous arrivez aux sections sur la capacité de l'institution, ça serait super si vous pouvez même mentionner comment Abdulaziz faisait partie de ces anciennes évaluations qui sont très similaires à cette évaluation, que tout soit vraiment, si vous voulez, tricoter ensemble pour faire vraiment une beau présentation cohesive entre sections. Voilà. Pour qu'à la fin de journée, vous avez, voilà, une proposition comme ça. Élégante, les You're gens up to le 20 cherchent. minutes, Lisa. You're up to Okay. 20 minutes now. Okay. OK, je continue. Topic 3, voilà, les outils. Je voulais juste présenter quelques outils qui sont super utile pour moi, que je crée après que je fais la première revue de sollicitation de l'appel d'offres. Je crée un matrix de compliance. Et ça veut dire, ça peut être un document en Word, ça peut être un document en Excel, mais c'est là où je mets parmi l'appel d'offres, qu'est-ce que l'appel d'offres dit sur le format et le processus de soumission? Quel est le format? Combien de pages? Alors, s'ils disent que voilà, la proposition ne peut pas dépasser 10 pages, de plus en plus, les bailleurs cherchent moins de pages. Il y avait un jour, je me souviens, quand il n'y avait pas de limite de pages. Maintenant, bailleurs, ils mettent normalement des limites de pages. Souvent, c'est 10 pages, 20 pages. Si vous dépassez 20 pages, ils ne vont même pas le lire. Ils vont couper les 20 pages et puis ils lisent juste les 20 pages. Comme j'ai dit, le police de caractère, comment est-ce que vous allez soumettre et quelle date et quelle même heure, parce que souvent ils disent, voilà, il faut soumettre le 23 novembre et ils vous donnent aussi une heure exacte parmi laquelle vous devez soumettre. Alors, vous mettez tout ça dans le matrix. Et puis, s'ils demandent des références, les noms des personnes qui ont travaillé avec vous, il faut les ajouter aussi. Alors, il y a un peu de bruit. Je ne sais pas si c'est moi ou bien... Donc, continuez, c'est bon, c'est bon. D'accord, OK. Et puis aussi, il faut parler sur l'approche et les livrables. Alors, c'est important de mettre les livrables. Qu'est-ce que le bailleur cherche à la fin de journée de cette consultation? Il cherche quoi? Il cherche un rapport, il cherche un atelier, il cherche un infographique, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent chercher. Et est-ce que notre proposition adhère et adresse ces livrables?
pour être correct avec l'appel d'offres. Et puis, est-ce qu'il y avait parmi l'approche technique, des fois, des bailleurs peuvent ajouter qu'ils veulent vraiment faire, par exemple, un atelier de recommandation après que vous faites des constatations et des conclusions sur l'évaluation. Ils veulent que vous facilitez peut-être un atelier de recommandation avec l'implémenteur et le bailleur pour chercher ensemble des recommandations pratiques. Alors, il faut vraiment regarder les approches techniques. Des fois, les bailleurs peuvent ajouter quelques approches qu'ils veulent utiliser. Alors, il faut vérifier que votre proposition inclut ces approches. Et puis, les personnels clés, ils donnent toujours les choses requises pour les personnels clés, un minimum d'une certaine année d'expérience, un minimum d'expérience comme dirigeant d'une équipe d'évaluation ou bien un minimum d'expérience d'un sujet spécifique dans l'évaluation, si une évaluation d'éducation, que vous avez quelqu'un qui est spécialiste dans le sujet de cette éducation, soit éducation non formelle, soit éducation vocationnelle, soit éducation de la lecture ou de maths ou des choses comme ça. Alors, est-ce que votre proposition explique les personnels que vous allez soumettre dans une manière où vraiment ça correspond exactement à ce qu'ils cherchent dans les personnels? Alors, ça, c'est un matrix que vous développez au début et que vous allez faire référence pendant toute la période de développement de propositions pour vraiment vérifier que vous pouvez clocher. Oui, on fait ça, on a fait ça, on a fait ça, ta, ta, ta. Ça correspond exactement à ce que le bailleur cherche. Et puis, un timeline. Timeline, c'est super important parce que des fois, il vous donne un mois de préparer la proposition. Vous pensez, ah, mais c'est beaucoup de temps, ça. Mais petit à petit, vous allez trouver que non, c'est pas beaucoup de temps. Alors, pour vraiment préparer une bonne proposition et pour chercher les bonnes personnes pour participer dans l'approche, ça prend du temps. Surtout d'impliquer les gens de finance pour présenter un budget qui correspond exactement aux propositions techniques, ça prend du temps. Alors, d'abord, les moments clés qu'il faut mettre dans votre timeline, c'est quand est-ce qu'il y a le deadline pour poser les questions. Et ça, c'est super important. Au début, il faut que vous étudiez bien l'appel d'offres et que si vous voyez là où il y a des endroits où des choses ne sont pas très claires, où vous avez des questions sur ce qu'ils cherchent, vous avez toujours un moment, normalement, c'est peut-être 2 semaines après la sortie de l'appel d'offres que vous avez pour envoyer des questions. Comme ça peut clarifier des choses pour vous. Alors, c'est important que vous faites attention à cette deadline parce que ça vient très vite. Et puis, le processus de développer les thèmes gagnants et de commencer le processus de recrutement. Alors, bien sûr, vous allez proposer les gens, peut-être c'est des gens qui sont déjà dans l'institution, mais si c'est déjà des gens dans l'institution, il faut que vous vérifiez que vous avez des personnels pour faire le travail normalement que la personne fait. Alors, des fois, ça veut dire qu'il faut que vous cherchez des consultants, les gens qui peuvent faire partie de propositions. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de chercher des gens qui sont bien qualifiés parmi les qualifications qui sont écrites dans l'appel d'offres. Et puis, vous allez prendre du temps pour commencer d'écrire la proposition technique. Et puis, après que vous avez vraiment une approche technique bien détaillée, vous prenez le temps pour discuter avec des gens de finance sur comment développer un budget qui est vraiment lié et basé sur ce que vous avez dit que vous allez faire dans la proposition. Et puis, à la fin, il faut toujours garder du temps pour le contrôle de qualité. Souvent, les gens sont super pressés à la fin du processus, mais c'est pour ça que c'est super important de faire un timeline pour dire, voilà, on veut vraiment finir avec l'approche technique 2 semaines avant que ça doit être soumis pour que ça donne du temps pour le contrôle qualité de cette proposition technique. Que quelqu'un qui n'était pas impliqué dans le processus, mais que peut-être c'est un collègue ou quelqu'un qui est dans l'institution, peuvent juste faire jeter un nouvel œil sur la proposition. Ils regardent l'appel d'offres, les critères
d'évaluation et parmi ça, ils lisent le proposition. Alors, ils ne sont pas en train de lire la proposition juste pour donner leur avis. Pas du tout. Vous voulez que la personne lit la proposition parmi tous les critères qui sont expliqués dans l'appel d'offres. Point final. Alors, je trouve que souvent, dans le contrôle qualité d'une proposition technique, les gens le lisent juste comme ça pour lire et puis ils disent, voilà, mais j'aime pas trop cette personne pour l'équipe, je pense que c'est pas une bonne idée. Et puis, vous allez expliquer, mais non, mais si vous regardez l'appel d'offres, ça dit clairement dans la qualification des personnels que cette personne doit avoir une vingtaine d'expériences dans cette truc. Et puis, cette personne, ils ont que 10 ans. Alors, vous allez expliquer, voilà. Alors, c'est important que la personne connaisse la critère de l'appel d'offres et exactement ce qu'il cherche pour avoir un bon revue de proposition. Alors, Topic 4, c'est les meilleures pratiques et on va partager cette proposition pour vous. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais les meilleures pratiques pour les appels d'offres et de préparer une proposition, c'est de lire tout l'appel d'offres. Bien sûr que je vous ai dit les sections qui sont les plus importantes, mais il ne faut jamais oublier de lire tout la proposition et vraiment de comprendre les choses qui sont requises parmi les soumissions, les choses qui sont requises dans la proposition pour avoir la plus de chances à gagner. De suivre l'appel d'offres et la critère évaluation, comme je vous ai déjà dit. Il faut que vous soyez super focalisé sur le bailleur. Pas sur vous et votre institution, mais vraiment que vous soyez focalisé psychologiquement sur ce que le bailleur veut. Et même si vous connaissez les gens qui connaissent ce bailleur, qui connaissent ce projet, que peut-être vous pouvez juste informellement poser les questions, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent faire cette évaluation? Je sais qu'il faut faire une évaluation, mais qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? Voilà, des choses comme ça, si vous pouvez même avoir plus d'informations sur les intérêts de bailleurs, c'est bon. Alors, il faut toujours travailler avec les experts dans le subject matter. Alors, si le subject matter de l'évaluation, c'est par exemple la lecture dans les écoles primaires ou la formation vocationnelle pour les jeunes au lycée, que vraiment vous avez quelqu'un qui connaît ce secteur dans le pays et qui comprend un peu les problèmes, les défis dans ce secteur et qui peut vraiment vous aider à écrire une méthodologie qui touche au secteur et aux choses qui sont les plus importantes. Alors, connect to the timeline, be consistent. Alors, il faut toujours avoir un timeline pour bien planifier et gérer le processus et puis d'être... Et ça doit correspondre aussi à l'appel d'offres. Des fois, dans l'appel d'offres, ils vont vous donner un deadline sur lequel vous devez soumettre le rapport d'évaluation ou la présentation des constatations. Il faut toujours être consistent avec leur timeline, que vous suivez leur timeline. Et puis, be consistent parmi l'approche technique. Vous êtes consistent dans l'approche technique que vous allez prendre dans les personnels clés et dans la capacité d'organisation, que tout soit lié dans la proposition. Voilà, comme j'ai dit, vérifiez que le staff, les personnels que vous allez soumettre sont exactement ce que le bailleur requires. Alors, les qualifications qui sont requises parmi le bailleur, que ça correspond à ça. Et puis, d'autres choses qui est super important, de faire une simulation d'une revue. C'est ça, à la fin de proposition, que vous avez quelqu'un dans l'institution qui n'était pas impliqué dans le processus, mais qui est au courant de qualification des choses requises dans l'appel d'offres et qui peut faire un revue de proposition pour vérifier que ça correspond bien avec l'appel d'offres. Et puis, vérifier aussi que s'il y a une section sur la gestion de l'évaluation, que ça correspond avec l'approche technique. Et vous allez expliquer comment votre institution ou vous, comme personnel, vous avez
la gestion et la capacité de gestion de vraiment gérer cette évaluation. Ça veut dire les logistiques, la planification sur le terrain, que vous avez aussi ça, s'il y a une section pour la gestion. Alors, la dernière Lisa, section. Lisa, Oui. s'il vous plaît, une seconde. Yeah, Nous sommes, nous sommes midi moins 5 ici, ou OK. 16h moins 5 chez vous. D'accord. L'aspect maintenant, c'est les choses à éviter, n'est-ce pas? Voilà, éviter et puis des questions. Attendez, donc ça c'est très important. Donc je propose que nous allons terminer la présentation dans 5 minutes, c'est-à-dire à 16 heures, et que nous laissons, avec votre permission, vous êtes déjà 28, peut-être une vingtaine de minutes pour des questions. C'était prévu pour 1 heure, mais le sujet est très fascinant, très intéressant. Donc, je pense qu'on va faire maintenant des pratiques à éviter et puis à midi, on va ouvrir pour des questions concises. Voilà. Pour dire ça, dans ces dernières remarques, not to do, de toujours rappeler du fait que certains de nos participants répondent aux thèmes de référence qui ne sont pas du tout détaillés, qui sont vraiment confus, pas clairs, et c'est un autre paire de manches, c'est un autre contexte par rapport aux appels d'offres, aux invitations, n'est-ce pas, très structurés, partenaires comme l'USAID. OK. Donc, voilà. Donc, En vous avez fait, 5 minutes pour boucler. voilà. Merci. Je propose peut-être on peut faire une autre présentation dans l'avenir sur comment vraiment développer la proposition technique. Alors, cela, c'est juste un bilan sur le processus global. Mais si vous voulez qu'on travaille spécifiquement sur une proposition technique, surtout pour les sollicitations, et moi j'ai vu plusieurs fois des sollicitations qui sont vraiment mal organisées, qui ne sont pas claires et qui n'ont pas de détails. Si quelqu'un a une sollicitation comme ça qu'ils peuvent partager avec moi, je peux faire une présentation sur comment répondre à cette sollicitation. Et puis, normalement, quand je vois quelque chose comme ça me dit qu'à l'intérieur de ce bailleur, de cette institution, ils n'ont pas vraiment quelqu'un qui connaît bien l'approche d'évaluation. C'est plutôt les gens qui sont peut-être techniques, spécialisés dans un secteur, mais qui ne sont pas très au courant sur le processus d'évaluation. Et ça me dit que vraiment, nous, c'est à moi de donner un processus d'évaluation dans la proposition, que nous allons faire un bon timeline sur le processus, que nous allons éduquer, informer le bailleur dans la proposition sur les étapes qu'on va prendre ensemble pour une évaluation et qu'on met vraiment un processus de gestion d'évaluation dans la proposition. Je suis complètement ouverte à ça. Si quelqu'un veut m'envoyer une sollicitation qui est super mal organisée, parce que moi, j'ai vu plusieurs dans l'histoire, si je continue sur les choses vraiment interdites, il faut vraiment faire attention. Je veux commencer avec le dernier, parce que je trouve c'est quelque chose que je vois souvent dans les propositions. Do not fill your technical approach with fluffy, non-specific language. Ça veut dire, il y a des fois des propositions où les gens écrivent, ils font une reformulation de l'appel d'offres sans donner plus de détails et des choses très spécifiques ce que vous allez faire dans cette évaluation. Parce que c'est vous qui êtes vraiment le spécialiste d'évaluation. C'est à vous de dire spécifiquement ce que vous allez faire dans ce processus et d'être super pratique et concret dans les étapes que vous allez prendre dans le processus et l'approche technique. Alors, des fois, il y a des propositions qui sont très vagues et aussi qui sont très académiques et qui parlent beaucoup des outils super complexes. Souvent, pour les bailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose et ça ne leur donne pas une idée concrète sur comment l'évaluation va être procédée, comment vous allez gérer ça.
Alors, c'est super important que vous soyez très concrète, très pratique dans le narratif que vous allez développer. Voilà. Il faut jamais ignorer la sollicitation et ce qui est requis techniquement dans une proposition. Alors, c'est pour ça que j'avais posé cette question. Comment est-ce que vous faites un outline sur ce que vous devez écrire pour cette proposition? Bien sûr, vous pouvez réfléchir sur les choses qui sont importantes, comme que je comprends les besoins de bailleurs, c'est super important, que je comprends ce qu'ils veulent faire à la fin de journée avec des livrables, que je comprends bien les livrables qu'ils attendent. Mais au lieu de prendre beaucoup de temps sur tout ça, toujours retourner vers l'appel d'offres. Toujours retourner vers l'appel d'offres. Regardez plusieurs fois, je lis une centaine de fois des appels d'offres avant de commencer à lire. Je regarde vraiment s'ils ont déjà un format qu'ils veulent que vous preniez, que la proposition doit inclure cette section, cette section, cette section. Il faut vraiment étudier ça et comprendre ce qui est requis comme section dans la proposition. Il faut aussi écrire exactement, directement sur le critère d'évaluation et les critères de personnel qui sont dans la sollicitation. Et souvent, ces sections sur évaluation critères requis pour personnel clé, ils sont dans plusieurs sections parmi la sollicitation. C'est pour ça que j'appelle les sollicitations un peu comme les casse-têtes, où il y a des sections qui sont super importantes à suivre. Et si vous faites une matrix de compliance, vous allez mettre tous ensemble, toutes ces choses qui sont requises dans chaque section de votre proposition. C'est essentiel de toujours suivre l'appel d'offres. Et puis, n'attends pas à engager quelqu'un qui connaît ce sujet. Si vous êtes en train d'écrire une proposition sur eau et assainissement, que vous allez parler avec quelqu'un qui est spécialisé en eau et assainissement pour mieux comprendre les défis, les challenges actuellement dans ce secteur au Sénégal, par exemple. Et puis, voilà, je ne sais pas, je suis à temps. Oui, Mais voilà, je pense que les gens peuvent lire en fait les not to c'est do. ça. Ils sont vraiment à l'opposé des choses à faire, les meilleures pratiques. Alors, c'est ça, je voulais finir avec cela et ouvrir ça aux questions. J'ai 30 minutes à rester si les gens veulent vraiment discuter sur tout ça. Mais honnêtement, Abdulaziz, Merci. Yann, si quelqu'un veut m'envoyer une sollicitation pour une évaluation qui n'est pas détaillée, voilà, Très je peux bien, on le vraiment fera. développer. Voilà, OK. On a pris bonne note. On a pris bonne note. OK. Merci, Merci. merci. Merci, Lisa, pour des explications très claires, pour toute cette Oui, connaissance, toute cette je expérience vous en prie. partagée. Et maintenant, nous passons à une opportunité de poser des questions très concises, s'il vous plaît, ou des commentaires très concis. Là, je n'ai rien vu dans le chat, donc prenez la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole avec une question, un commentaire? Vous avez la parole. Ouvrez votre micro et lancez-vous. Bonjour Yann. Bonjour, Malamine, président de Sénéval. Bonjour. Allez-y, Bonjour Lisa. vous avez la parole concise, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, Monsieur le Président. Merci Lisa. Ok. Je m'excuse parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. Il y a juste un élément, je pense que Lisa peut-être en a parlé, qui est assez important, sur lequel nous avons eu souvent dans le cadre de réponse à des appels d'offres, des difficultés. Souvent, disons, le demandeur de mission, il donne un délai où on peut poser des questions de compréhension. Et malheureusement, on ne fait pas beaucoup attention à ça. Et on tarde à exploiter, disons, l'appel à proposition. Et en l'exploitant, on se rend compte qu'on a beaucoup de questions à poser, de clarifications, et souvent le délai est passé.
Alors ça, c'est un problème. J'aimerais bien que Lisa, en termes de conseils, puisse, compte tenu de toutes les positions qu'elle a occupées, si elle a l'opportunité dans les autres réponses, de revenir un peu sur D'accord. cet aspect qui bloque souvent les consultants. Merci beaucoup, Yann. Merci, Malamine. On va prendre plusieurs remarques d'abord. On va laisser Lisa la parole après. Il y a des mains levées. Il y a Malakina Pita. Malakina Pita, vous avez la parole. Soyez concis, s'il vous plaît. OK, on va passer pour le moment à Abdelaziz Khan. Soyez concis, Aziz. Question précise. Merci. Après, on passe à Tieno Diouf. Allez-y. Oui, en fait, Yann, cette question a été abordée par Malamine. C'était pour répondre un peu à la première question de Lisa qui demandait quelle structuration, quelle serait la structuration de l'offre technique. Il y a une partie qui doit être réservée à la compréhension des thèmes de référence. Parce que comme l'a dit Lisa au début, parfois les thèmes de référence sont très mal rédigés et dans les appels d'offres, effectivement, il y a un temps et il y a des contacts qui sont établis par le commanditaire pour dire vous avez un certain nombre de jours pour contacter, pour avoir des questions précises. Merci. Effectivement, c'est une question sur laquelle nous souhaiterions que Lisa intervienne. Merci. Merci beaucoup. Tieno Diouf, vous avez la parole. Tieno Diouf. Oui, merci, doyen. Bonjour, Merci Tieno. aussi pour le partage de ces expériences-là. Ma question, c'est s'adresse à vous en tant que ancien de USAID. On voit souvent dans leurs annonces qu'ils mettent l'accent sur l'expérience par rapport aux pratiques de l'USAID. Alors ça limite souvent des sollicitations. Bon, je ne sais pas quelle recommandation vous ferez à quelqu'un, un consultant qui serait intéressé mais qui n'a pas cette expérience. Merci. Je voudrais compléter la question de Tieno, Lisa. Souvent, les membres de Ceneval et des autres partenaires, n'est-ce pas, sont confrontés dans une situation où ils n'ont pas tout le profil exactement nécessaire. Et parfois, les exigences des profils sont très élevées, n'est-ce pas? Disons 20 ans ayant fait ceci, cela. Et d'ailleurs, je soupçonne très fort pour des évaluations menées à Dakar que parfois, même le commoditaire va accepter un deuxième, n'est-ce pas? N'aura pas le mouton à 5 pattes que le commoditaire cherche, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faut être fidèle aux exigences, n'est-ce pas, dans l'appel d'offres, mais quelquefois, il ne faut pas être trop royal, n'est-ce pas? On peut soumettre si peut-être on n'a pas tous les éléments parce qu'en réalité, j'ai l'impression que le commoditaire ne trouve pas le profil idéal que recherché, n'est-ce pas? Donc, il y a cette question de cet écart. C'est un peu lié à l'expérience de l'USAID, mais ça peut être d'autres critères aussi. Je pense qu'on va laisser Lisa répondre. J'ai vu que Gregory Joseph, peut-être on vous donne juste 30 secondes, si vous avez des mains levées, Gregory Joseph, et puis on passe la parole à Lisa. Allez-y, Gregory Joseph. Oui, merci beaucoup. Alors, ma question, là, j'ai devant moi des TDR. C'est à propos d'une consultation au niveau de l'UNESCO. Il n'y a pas les critères d'évaluation, mais on a demandé d'envoyer une offre technique et financière de 3 pages. Après, on a parlé, il faut décrire la compréhension de la mission. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans la compréhension de la mission, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je pense qu'on a eu plusieurs remarques. Lisa, si vous voulez réagir, après on fait un deuxième tour des questions et des remarques. On est déjà à 16h09. Allez-y, Lisa. D'accord, OK. Je suis vraiment contente par les questions parce qu'ils sont super. Ça montre que vous avez vraiment l'expérience et que vous voyez les défis dans ce secteur. Enfin, je commençais à dire, j'avais bien pensé à ça hier soir quand j'étais en train de travailler sur la présentation, que pour vous, les gens qui font partie de cette présentation, il faut bien comprendre que si vous devenez
vraiment bien avec le développement des propositions techniques, vous auriez toujours du travail, honnêtement. En fait, toutes les institutions cherchent des gens qui comprennent bien comment répondre à ces appels d'offres, même si les appels d'offres ne sont pas clairs, ne sont pas détaillés, pop, pop, pop. Alors, d'abord, ça, c'est une chose. Alors, il ne faut jamais oublier ça, surtout pour les gens qui sont des individus consultants. Si vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont pris par les institutions juste pour écrire des propositions. Alors, d'abord, je commence avec la question de Malamine et Abdulaziz. Oui, voilà, c'est ça. Quand j'ai commencé de travailler sur les appels d'offres, je me suis dit, wow, on a un mois pour répondre à cet appel d'offres, j'ai du temps, je prenais mon temps, et puis après une semaine, j'ai commencé à lire l'appel d'offres. J'ai lisé peut-être une section parce qu'ils sont immenses. Et puis, je lisais peut-être le lendemain une autre section, et puis la semaine prochaine, une autre section. Et par le temps où vraiment je suis au point où il faut que je commence à écrire, ça veut dire qu'il faut que je comprenne bien l'appel d'offres. Et j'avais tout lu, l'appel d'offres. J'ai beaucoup de questions. Et puis, c'est à ce moment-là que je retourne pour voir la date pour soumettre les questions. Et on a déjà dépassé la date. Alors ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde fait ça. Alors, je vous dis, super important. Et je retourne à ce drapeau sur le timeline. Qu'est-ce qu'il y a d'abord dans le timeline? Il faut regarder d'abord quand est-ce qu'il y a le deadline pour les questions. Et aussi, je vous suggère que la meilleure chose, les meilleures pratiques, c'est d'avoir quelqu'un, si ce n'est pas vous, mais quelqu'un dans l'institution ou bien vous, il faut prendre le temps pour lire tout l'appel d'offres dès que vous recevez ça. Et vraiment pour essayer de comprendre ça depuis le début et de réfléchir sur l'approche technique et de vraiment commencer à voir les questions que peut-être vous avez qui ne sont pas claires dans l'appel d'offres. Alors ça, c'est essentiel. D'autres choses que je voudrais dire. Ce n'est pas tout perdu si vous ratez le deadline pour les questions. Est-ce que des gens savent pourquoi? Abdulaziz? Normalement, s'ils ont une date, si c'est une appel d'offres ouverte et s'il y a une date pour le deadline pour les questions, ce bailleur est requis de mettre toutes les questions dans la même poste de sollicitation avec leurs réponses. Alors, même si vous envoyez pas les questions vous-même, il y a des autres personnes qui vont envoyer les questions. Et c'est pour les raisons de transparence, le bailleur doit poster toutes les questions et toutes les réponses. Vous voyez? Alors, il faut vraiment, si vous avez raté le deadline, il faut retourner vers le site pour l'appel et normalement, ils doivent afficher les questions qu'ils ont reçues et les réponses qu'ils donnent. Parce qu'ils ne peuvent pas donner les réponses juste à une personne qui a envoyé des questions. Ça leur donne un avantage sur l'appel, n'est-ce pas? Alors, t'inquiète pas si vous avez raté. Il faut retourner vers le site pour voir les réponses. Et des fois, souvent, les gens ont les mêmes questions que vous avez. S'il y a des points qui ne sont pas clairs, eux aussi, ils voient qu'il n'y a pas des choses claires. Alors, ils posent beaucoup de questions de clarification et ça peut quand même vous aider beaucoup dans le développement de propositions techniques. Alors, ça, c'est pour la question de Malamine. Et Abdulaziz, est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne me souviens plus de la question. Je pense que globalement, oui, je pense. Lisa, vous avez répondu hein, parce que c'était dans la même veine, c'était que Très bien. dans la structuration de l'offre technique, il y a une partie au début qui est réservée à la compréhension des thèmes de référence parce que il y a parfois des formulations qui sont très floues dans les TDR qui sont proposés par les commanditaires. Et là, vous êtes obligé de dire voilà comment je comprends les thèmes de référence.
Merci. Merci. Passez à Tiano. Question de Tiano, peut-être. L'année d'expérience avec Oui, l'USAID. l'année d'expérience. OK, ça correspond un peu avec la question de Grégory aussi. Mais oui, en fait, ils veulent toujours, les bailleurs, en fait, qu'est-ce que les bailleurs veulent dans les appels d'offres? Ils veulent qu'ils peuvent faire confiance en vous à compléter l'évaluation et à compléter une évaluation qui est valide, qui est forte, qui est viable. Et pour faire ça, des fois, ils veulent savoir que déjà vous avez travaillé avec, par exemple, USAID et que vous connaissez un peu la politique évaluation de USAID, les standards, les checklists de USAID. Oui, en fait, ils cherchent toujours ça. Alors, moi, je dirais, j'ai quelques petites idées dans la tête. En fait, d'abord, il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a ce projet de USAID qui est une plateforme de suivi-évaluation. Ils sont toujours en train de faire les évaluations pour USAID. Alors, moi, je vous conseille vraiment de mettre en contact avec Safiatou qui travaille sur ce projet, juste pour dire est-ce que je peux vous donner mon CV pour dire voilà, je suis un consultant, pour voir si peut-être, Tierno, si vous pouvez participer dans une équipe d'évaluation. Comme ça, vous pouvez gagner un peu d'expérience sur le processus de USAID, les standards de USAID. C'est juste une idée que j'avais. Mais je pense que pourquoi pas demander au projet s'ils ont une place sur une équipe ou bien s'ils ont, bon, je sais pas. En fait, moi, je peux vous partager aussi une autre temps. Je peux faire une présentation sur la politique évaluation USAID et les outils normalement que USAID utilise. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si je peux tourner à cette question de Gregory, oui, les qualifications qu'ils cherchent, souvent, ils sont, mais est-ce qu'il y a vraiment une personne qui existe qui est comme ça? En fait, il n'y a personne qui peut répondre à ces choses qui sont requises. Ça, c'est normal. En fait, ils donnent les choses comme ça parce qu'ils veulent la meilleure personne qu'ils peuvent trouver. Mais tout le monde sait que c'est possible que la personne parfaite n'existe pas. Mais on peut donner le CV d'une personne qui a peut-être 90% de qualification. Et puis, vous pouvez toujours compléter cette personne. Par exemple, Grégor Tierno, si vous n'avez pas l'expérience du USAID, peut-être vous cherchez un consultant et vous travaillez ensemble comme équipe pour faire la présentation. Quelqu'un qui a travaillé sur une évaluation de USAID. En fait, vous pouvez compléter l'équipe. Enfin, je sais que souvent, ils cherchent juste un individu. Mais si c'est possible d'avoir quelqu'un en assistance à vous dans l'évaluation qui a eu un peu d'expérience avec USAID, ça complète, ça montre qu'il y a le nom USAID derrière ça. Mais en même temps, il faut dire que dans le travail de business development, comme on appelle, où on travaille avec des appels d'offres tout le temps, quand on voit les choses requises pour les personnels clés, souvent on regarde et puis on se dit, ah oui, ils cherchent un unicorn. Vous connaissez le mot unicorn? C'est un mouton à 5 pattes en français. Exact, OK. Alors, pour nous, c'est un mythe. Enfin, ça n'existe pas. Mais on sait que USAID, oui, bien sûr, c'est comme quand vous faites mariage, vous cherchez une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais des gens ne sont pas parfaits. Enfin, il n'y a personne qui suit 100% ce qu'ils cherchent. Et les bailleurs savent ça aussi. Ils veulent juste voir dans la proposition que vous avez envoyée que la personne suit peut-être 80-90% de ce qui est requis. Et surtout, s'ils disent qu'ils cherchent quelqu'un qui a l'expérience USAID, je pense qu'il faut vraiment penser, réfléchir dans une manière assez créative sur comment peut-être vous pouvez faire un partenariat avec quelqu'un qui a eu l'expérience du USAID
ou bien vous approchez le projet suivi évaluation de USAID pour voir est-ce que je Voilà. peux participer OK. dans une OK. évaluation juste pour gagner l'expérience. Voilà. OK. Lisa a juste 10 minutes encore. Je ne vois pas d'autres mains levées. Avec mon écran actuellement, je ne vois pas des mains levées. Donc, s'il y a quelqu'un, je ne vois rien dans le chat. Mais Lamine, j'espère, suit le chat avec moi. Il va signaler si j'ai raté quelque chose. Peut-être je vais dire une chose pour les évaluateurs émergents. Pour les appels d'offres, il y a de plus en plus, mais pas beaucoup, qui exigent l'implication d'un évaluateur émergent dans l'équipe. Ça, c'est le cas du UNFPA, je pense. Donc, si vous voyez ça, vous n'allez pas vous-même postuler pour cette évaluation, mais si vous voyez qu'on exige un évaluateur émergent, vous, en tant qu'évaluateur émergent, vous pouvez contacter peut-être certains seniors que vous connaissez à travers le Sénégal ou à travers vos contacts pour dire, écoutez, voici une proposition, je suis évaluateur émergent, je suis prêt à jouer mon rôle dans l'équipe, mais pourquoi pas faire ensemble une proposition, n'est-ce pas? Donc, soyez avertis qu'il y a parfois, de temps en temps, des appels d'offres, n'est-ce pas, qui exigent l'implication d'évaluateurs émergents. Ouais. Et moi je suggère que Malamine, peut-être vous pouvez faire une discussion ou Lamine avec le projet de suivi-évaluation de USAID pour voir si, avec le programme de mentorat, parmi ce programme, est-ce qu'on peut faire une coalition et est-ce que le projet est ouvert à donner l'opportunité pour des évaluateurs émergents de faire un shadow, une espèce de shadow dans une équipe d'évaluation ou quelque chose comme ça, en fait. C'est juste... Nous sommes déjà en contact. Nous sommes déjà en contact et même Lamine et Marignan qui sont connectés ici maintenant sont tous les deux des stagiaires African Compass. C'est exactement la même chose, mais en contact. C'est bien, c'est bien. On a juste quelques minutes. Est-ce qu'il y a une question ou des commentaires brûlants? Sinon, on va... Voilà, je vois Cherif Daï Diallo et Lamine Diop. Vous avez 30 secondes les deux. Je passe d'abord à Cherif. Mais j'espère cette fois-ci, c'est plus lisible, plus audible. La dernière fois, on ne suivait pas. Après, on va à Lamine de dire ce qu'il a à dire et puis après, on passe à Lisa pour terminer. Le Cherif Daï Diallo, 30 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Merci Yann, merci pour les échanges intéressants. Donc, ma question à Lisa, c'est, tout à l'heure, je vous ai parlé du dernier projet auquel j'ai eu à participer sur l'écriture. Donc, là-bas, la question, c'est qu'on était 3 entités regroupées pour pouvoir travailler sur le projet. Comme ça concernait la zone de Kédougou, nous étions pas là-bas. Et dans la proposition, donc, il était demandé qu'il y ait une entité qui travaille directement au niveau de Kédougou. Donc, on a eu à collaborer avec une structure là-bas, notre bureau d'études et un autre bureau. Mais le problème, c'est, tout à l'heure, vous l'avez dit, par rapport au key personnel, le fait de choisir les personnes clés qui vont figurer. Déjà, c'était un peu problématique. Il y avait un certain nombre de personnes déjà à présenter. Comment faire le choix? Et pour le prime aussi, quelle est la structure qui va un peu, voilà, représenter, parce qu'il y a c'est la structure qui est répondante. Donc, et nous étions 3. Donc, je pense que c'est cela qui nous a fait perdre du temps. Quand c'était 1 mois, mais c'était difficile de coacher tout ça, comment regrouper les gens pour les amener à se décider qui va être devant, quelles sont les personnes à présenter. Et j'aimerais vos conseils pour que dans de pareilles situations, quelle est la bonne démarche compte tenu de qui est un peu difficile à gérer. Merci. Merci. J'espère que Lisa a bien compris. C'est un peu difficile pour moi. Lamine, 30 secondes, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup, M. Yann. Bon, merci beaucoup aussi à Lisa pour cette présentation. Ma question, elle est un peu en lien avec les méthodologies d'évaluation, plutôt la méthodologie d'évaluation qu'on demande souvent dans les offres techniques. Étant donné que si toutefois l'équipe de consultants ou bien le cabinet ou bien le consultant est retenu, il doit rédiger un rapport méthodologique pour expliquer dans les détails la méthodologie qu'il doit adopter.
Donc, comment assurer l'équilibre pour bien développer la méthodologie dans les offres techniques, dans la mesure où c'est un rapport qui ne doit pas dépasser souvent 20 pages. Comment assurer un peu l'équilibre pour un peu détailler la méthodologie qu'on devrait adopter dans le cadre de cet appel d'offres? Merci. Merci, Lamine. Donc, Lisa, vous avez la parole. On va terminer après. Hein. Vous pouvez Oui, réagir en fait, à Lamine. Allez-y. oui, c'est une bonne question, Lamine. Lamine, est-ce que vous pouvez juste faire un petit sommaire sur la question avant sur Kédougou? Enfin, j'ai pas bien compris le problème dans la situation. Peut-être C'est shérif. répondez à Lamine d'abord, peut-être, Lisa. OK, d'accord, Lamine. OK, voilà, c'est une très bonne question. Et je suis toujours en face de ça parce qu'on fait des termes de référence sur les évaluations avant d'avoir vraiment le méthodologue qui va travailler directement sur l'évaluation. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de donner juste un certain niveau de détail sans aller directement dans les détails. Alors, je vous donne l'exemple. Si ça parle j'étais juste en train de travailler sur un programme sur les écoles sciences technologie. J'explique dans mon approche que nous allons faire un sample. Ian, comment ça s'est dit sample? Échantillon. Nous allons faire un échantillon des écoles. Point final. Je peux ajouter aussi basé sur les régions, basé sur le modèle de l'école, mais nous allons faire un échantillon pour avoir un échantillon représentatif. Mais j'explique pas exactement comment nous allons, je donne pas l'échantillon. Vous voyez la différence, Lamine? Alors, Oui. vous expliquez un peu dans les propositions, vous Notre donnez méthodologie. il faut le point final pour moi, Lamine, c'est le budget. Alors, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que dans la proposition, il faut donner un peu l'approche et l'approche méthodologique en gros, sans aller trop dans les détails, parce que le plan de travail va venir plus tard. Mais il faut vérifier que vous avez un budget qui est assez flexible à aller sur le terrain à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Qu'en général, vous avez une idée. Par exemple, moi, j'ai dit, l'approche que je viens de faire, j'ai dit que nous allons visiter 4 régions de pays et nous allons faire des entretiens avec des directeurs d'école dans les autres régions par téléphone. Je dis qu'on va prendre un échantillon des écoles pour les 4 régions et je fixe un montant d'écoles qui vont être inclus dans l'approche, mais je ne spécifie pas quelles écoles. Alors, et je donne dans le budget assez d'argent pour faire exactement ça. Je planifie pour avoir assez d'argent pour l'équipe de faire 2 en 2, une équipe qui va dans 2 régions, une autre équipe qui va dans 2 régions. Et je planifie pour avoir assez d'argent pour qu'ils puissent passer dans tel nombre d'écoles. Vous voyez, en fait, mais c'est un art, hein, Lamine. Il faut que vous donnez des choses spécifiques, mais pas trop spécifiques, parce que les détails vont venir plus tard avec le plan de travail. Mais il faut toujours vérifier que votre méthodologue soit au courant sur ce que vous avez proposé dans la proposition et le budget que vous avez. Très bien. Vous trouvez, c'est super, c'est terrible si vous se retrouvez avec une situation où le méthodologue est complètement sur une autre page sur la méthodologie et ils veulent faire quelque chose immense qui ne touche pas, qui dépasse vraiment le budget. Voilà. Alors, l'autre question sur Kédougou, vraiment, je n'ai pas compris la situation à Kédougou. On va revenir là-dessus. Je pense que la qualité du son ne permet pas peut-être de saisir la question. Et comme nous sommes déjà à 16h29, okay. Je pense que
malgré le sujet passionnant. Je pense qu'on a déjà dépassé, Lisa, même d'autres obligations, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il reste pour nous de remercier très sincèrement sa contribution aujourd'hui, sa disponibilité pour réagir dans l'avenir à d'autres questions, soit sur des questions des thèmes de référence pas bien ficelés, soit sur des autres aspects tels que la politique d'évaluation de l'USAID, etc. Donc, c'est une personne ressource disponible, très motivée pour nous appuyer dans nos efforts. Donc, je présente nos remerciements très chaleureux à Lisa et je pense à cela, on va terminer nos débats. Maintenant, je ne sais pas si notre président Malamine voudrait dire juste un mot à la fin pour terminer nos débats, pour clôturer nos débats. Malamine, est-ce que tu veux dire un mot, n'est-ce pas? Juste 2 mots. Je voulais d'abord m'associer à tes remerciements, Lisa, que nous connaissons, qui est assez disponible et qui a une très forte expérience, mais également aux évaluateurs émergents donc, qui donnent une preuve qu'ils veulent apprendre, qu'ils veulent se professionnaliser, qu'ils veulent donc renforcer les capacités d'évaluation au plan national parce que s'ils ont une expertise, ça se reflète sur les travaux que nous aurons. Et j'encourage qu'on continue dans ce processus avec Lisa. On verra plus tard sur d'autres aspects assez pertinents qui puissent nous intéresser. Merci à Ian pour soutenir tout ce processus et l'animer. Merci encore. Donc, on vous souhaite bonne fin de journée, bon week-end et bonne continuation. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas membre de Sénéval déjà, adhérez-vous. Et si vous êtes déjà adhéré, mettez-vous à jour avec vos cotisations, s'il vous plaît. Ça, c'est un petit appel que je lance à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Adhérez ou mettez-vous à jour avec vos cotisations. Donc, avec nos remerciements, je pense qu'on peut souhaiter bon week-end et à très bientôt.